Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Déjà 24 mois d'exercice du pouvoir au sommet de l'État, Patrice Talon boucle ses 2 ans de gouvernance dans une ambiance pour le moins délétère. Et ce n'est que secret de polichinelle. Aux critiques acerbes notées ça et là et parfois entretenues par ses adversaires politiques, s'observe une paralysie de bien des secteurs vitaux. La santé, l'éducation et la justice. Les tractations vont bon train pour une sortie de crise, mais bien malin qui pourra prédire à quand le dégel. Le pays vit comme un malaise profond. Mais serait-ce celui précédent un accouchement heureux? La question, ils sont nombreux à se la poser. Les Béninois. Les caciques de régime répondent par l'affirmatif, le chef de l'État aussi. Il appelle instamment le peuple à la patience et à un soutien franc pour la pleine réussite des réformes engagées. Seulement, le message, mesdames, messieurs, ne semble pas pour autant emballer le grand nombre. Mais pourtant, clame le chef d'État, il reste et demeure fidèle à ses engagements. À raison donc, votre émission 100% Bénin du jour passera à la loupe les grands axes du PAG, le programme d'action du gouvernement, le principal outil qui renseigne des choix et orientations du gouvernement. Le débat se sera autour du thème 2 ans de gouvernance sanctionnés d'une fronde sociale aiguë. Patrice Talon à l'épreuve du pouvoir. Le débat, nous le ferons avec un consultant en management des organisations. Il a nom Fidèle Sonon, spécialiste en management de projets et programmes. Il a dirigé plusieurs projets de développement. On citera notamment le projet international financé par le gouvernement canadien au Canada et auprès de l'Union africaine et de la CEDEAO impliquant une trentaine de pays africains, y compris le Bénin. Son domaine de prédilection, le management des connaissances. Dr Fidèle Sonon, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité de contribuer au débat politique et tout simplement public de mon pays. C'est un plaisir énorme de savoir qu'il en est de ces Béninois prêts à partager leurs connaissances avec, parce que l'ignorance, dit-on, est la mère des vices. On est heureux, mesdames, messieurs, et tous ceux-là qui voudraient bien se joindre à nous pour nous aider à approfondir des questions d'intérêt qui se posent de plus en plus. Le plateau de SICA, l'heure est disponible. Ce numéro, mesdames, messieurs, de 100% Bénin, comme cela arrive de temps à autre, sera une co-animation. Le spécialiste en management de projet, programme sera reçu avec mon confrère Kodjovi Ametonou, avec qui on a fait la une des journaux tout à l'heure. Kodjovi Ametonou, à nouveau bonjour. Oui, vraiment à nouveau bonjour Joël Etondi. Bonjour également à notre invité, Dr Fidèle Sonon. Bonjour monsieur Kodjovi. Alors, s'il y a un gouvernement, Joël Etondi, si vous le permettez, qui a bénéficié d'une bonne période de grâce, c'est bien sûr le gouvernement du président Patrice Talon, mais c'est le gouvernement qui sera le plus contesté également dans ses premières heures de gouvernance. Alors, la justice, l'école, la santé, les femmes du marché, les acteurs politiques, tout le monde a vent debout contre ce régime. Monsieur Sonon, qu'est-ce qui peut expliquer selon vous cette insatisfaction généralisée, y compris même des acteurs de première heure de soutien du président Patrice Talon? Je vous remercie pour cette question. C'est une question essentielle. Parce que effectivement, on se demande pourquoi, quelques mois seulement après la prise de fonction du président Talon, autant de personnes qui ne sont pas satisfaites. Vous me permettrez de faire une petite incursion, j'allais dire une diversion, mais une diversion utile, pour faire une incursion dans notre histoire politique, pour expliquer en définitive que depuis l'indépendance de notre pays, nous sommes passés d'un système de bouteur en dehors à bouteur en dehors. Je vous interromps pas, un système de bouteur en dehors à bouteur en dehors. Oui, ça retient l'attention, c'est pourquoi je dis, je ne vous arrête pas, mais ça signifie quoi? Bouteur en dehors, de bouteur en dehors à bouteur en dehors. Un système, vous dites, hein? Un système de bouteur en dehors à bouteur en dehors. Nous ne nous sommes pas préoccupés d'une alternative crédible, mais nous nous sommes préoccupés beaucoup plus d'une alternance. Et à chaque fois, si vous observez bien, la période qui a suivi juste après les indépendances, la période d'instabilité dans notre pays, avant 72, vous n'avez vu que des personnes qui boutent les autres dehors. Donc un système de haute toit que je m'y mette. On n'a jamais réfléchi en termes d'alternative crédible.
mais en termes d'alternance. Et lorsqu'on a fini de bouter dehors, là maintenant, on est face à la personne ou aux personnes qu'on a placées ou qu'on a sollicitées pour bouter dehors. Ça a été la même chose. Le président Kérékou a bouté dehors ceux qu'on qualifiait de néocolonialistes. Et avant eux, ils voulaient en finir avec l'ordre colonial. Et après, vous avez vu, les gens qui étaient à la conférence nationale, je vous dis, la plupart n'étaient pas venus véritablement dans un esprit d'alternative crédible. Mais ils en avaient marre du régime de Kérékou. C'est vrai qu'il y avait des problèmes économiques. Et c'était pour cela que nous sommes allés à la conférence nationale. Mais la plupart des gens qui étaient dans la salle, c'est des gens qui étaient en exil, ou même des gens qui étaient à l'intérieur du pays, mais qui voulaient bouter le président Kérékou dehors. Et lorsque le président Nicéphore Soglo est venu au pouvoir, vous avez vu, quelques instants après, les mêmes problèmes de satisfaction, alors qu'on l'a dit plus tard qu'il travaillait bien. Et donc, on a été chercher encore le président Kérékou pour bouter dehors le président Soglo. Et après, le président Kérékou, on a commencé à chercher l'homme providentiel. On a été chercher un banquier pour dire, mais non, ça ne va pas, il faut bouter le système de Kérékou dehors. Parce qu'il a fait quand même 10 ans, donc il ne pouvait plus constitutionnellement se représenter, mais on l'a bouté dehors. On n'a pas réfléchi en termes de qui est le mieux à même d'être une solution à nos problèmes. C'est pour ça que je dis, on est passé d'un système de bouteur dehors en bouteur dehors. Jusqu'à ce régime, on est passé par le président Yahya Boni qui a parlé justement de changement. Et tous ces régimes, si vous suivez bien, il n'y a qu'un seul mot, c'est le changement. Tout le monde promet le changement et rien ne change. C'est à l'immobilisme que nous avons droit depuis l'indépendance. Vous avez vu, on a commencé à réfléchir pour dire, mais qui est mieux à même de bouter Yahya Boni dehors? En fait, on n'a pas réfléchi en termes de qui est l'alternative crédible. Et donc, moi je dis, et cela n'engage que moi, ceux qui allaient à Paris voir le président Talon entre-temps, n'allaient pas à Paris parce qu'ils voyaient en la personne, je vous l'ai dit, de président Talon, l'alternative crédible au problème qu'il dénonçait au moment du président Yahya Boni. Mais non, ils ont réfléchi, ils ont dit, qui est le mieux à même de gagner les élections contre le président Yahya Boni? Et donc, le président Talon est venu au pouvoir. Et donc, une fois ce besoin satisfait, parce que c'est comme les besoins de Maslow, hein, une fois ce besoin satisfait, on fait face maintenant à la réalité. Et on ne sait pas demander, et nous en venons comme ça, le PAG. On ne sait pas demander comment est-ce que le PAG est échafaudé. On n'a pas eu le temps de se poser ces questions. On n'a pas eu le temps d'écouter le président Talon, alors candidat. On n'a pas eu le temps de l'écouter. Vous le dites par exemple que le projet de société n'a pas été lu par la population? Ah non, non. Et même la classe instruite, en définitive, combien de gens prennent le temps de lire les projets de société des candidats? Non. On voulait du président Talon comme le bouteur dehors du président Yahya Boni. Et aujourd'hui, et ça je vais le dire, aujourd'hui, on est choqué de constater que déjà, des gens voient en Sébastien Ajavon le bouteur dehors potentiel du président Talon. Mais au lieu de voir en Sébastien Ajavon, ou de se demander si Sébastien Ajavon est la solution crédible, est l'alternative crédible, non, on réfléchit en termes de bouter dehors. Et qu'est-ce qui va se passer si ce n'est que ça? Qu'est-ce qui va se passer 6 mois après, quand le président Ajavon va venir au pouvoir? On va commencer à réfléchir à qui va le bouter dehors. Il faut qu'on arrête avec ce système de Fidèle Sonon, quand vous le dites, oui, on est en droit de s'interroger sur la portée de ces agissements et aussi du système. Mais à la vérité, tous ces hommes, et pour prendre celui aujourd'hui en fonction, n'a pas manqué de s'extérioriser, de dire là où il va. Et ensuite, le PAG parle pour lui. Récemment encore, il a dit, mais je n'ai jamais dit que je viendrais faire de miracles. J'ai pourtant dit aux Béninois ce que je suis venu faire. Alors, où se pose le problème? Oui, le problème, justement, c'est pour ça que j'ai voulu faire un diagnostic, pour voir d'abord la responsabilité du peuple béninois dans ce qui nous arrive
et en venir à la responsabilité du régime actuel. Parce que si on ne part pas de là et on saute directement sur la responsabilité du régime actuel, nous risquons de continuer dans ce cercle infernal. Donc, et donc, le point que vous faites d'abord, c'est que s'il y a tant d'insatisfaction, c'est d'abord parce que le peuple a été, quelque part, pas trop responsable. Exactement. C'est ce que j'essaye de dire. Parce qu'en définitive, le peuple béninois n'est pas suffisamment exigeant vis-à-vis de ses dirigeants. Parce qu'ils auraient pu poser la question au président Talon, quelle alternative crédible apportes-tu? Ou apportez-vous? Pour être poli, ou apportez-vous? Quelle alternative crédible? Mais non, on l'a vu comme le bouteur dehors. Et je vais vous prendre un exemple banal. Allez-y. Vous voyez, on a dit que ceux qui fabriquent du pain vendent la mort. Oui. Et très peu de gens se sont préoccupés. Mais très peu de gens se sont préoccupés de savoir mais pourquoi il y a ce phénomène au Bénin. Mais c'est parce que, en définitive, comme en politique, j'allais le dire d'abord avant de retourner à ma métaphore. En politique, les hommes politiques nous appliquent un principe de marketing qui veut que quand les gens n'achètent pas ce que vous vendez, vendez-leur ce qu'ils achètent et vous allez vendre. Aujourd'hui, vous voyez sur le marché du pain que les gens gonflent avec un produit qu'on appelle bromate, qui est cancérigène. C'est attrayant, à ce Mais qu'il paraît. Faites du bon pain, où il y a le bon grammage, et amenez sur le marché. Personne n'achètera. Ils vont vous dire, ce n'est pas suffisamment gros. Ça veut dire que on participe consciemment ou inconsciemment à ce qui nous tue. Et c'est pareil en politique. Nous n'avons pas été suffisamment exigeants. Et vous parliez justement du PAG. Oui. Ce document qui devrait être effectivement le document de référence. Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé d'insatisfaction. Et j'en viens, je réponds à votre question. Il y a insatisfaction, évidemment, parce que le PAG n'a pas été échafaudé, j'utilise le mot échafaudé à dessein, n'a pas été échafaudé pour que nous ayons des résultats maintenant. Parce que, regardez... Pas des résultats maintenant. Non. Le chef de l'État a promis quand même 2 ans après, nous allons commencer par ça. Ça, c'est de la surcommunication. Et ça, on en vient. Parce que vous me disiez tantôt qu'il n'a pas dit qu'il va faire des miracles. Non. Oui, il n'a jamais dit qu'il Pendant ferait la des miracles. présentation du PAG, attention, il a parlé comme s'il ferait du miracle. Et Comme lorsque si. vous regardez... Comme si. Ah oui, parce que lorsque vous regardez les projets, les 45 projets phares du PAG, et c'est de là que nous devons partir. C'est là que commence la supercherie. Mais vous voyez, ce document nous a été présenté avec tellement de farce que, évidemment, nous étions tellement éblouis que nous n'avons pas pris soin d'aller dans le contenu. On s'est arrêté. C'était beau, ça, il faut l'avouer. C'était super beau. Mais commençons, faisons un petit exercice. Jetons un coup d'œil sur ce document. Ce document est tellement ambitieux que les 45 projets phares, quand vous prenez et vous projetez contre un mur et vous lisez le chronogramme, quand vous lisez le chronogramme, vous constatez que les 2 premières années et une bonne partie de la 3e année n'est faite que d'études. Nous, en management de projet, on appelle ça, c'est la partie immatérielle du projet. Et lorsque moi, je vais faire un audit organisationnel et je viens et je regarde vos projets et je constate qu'une très bonne partie est réservée à ce qui est immatériel, j'ai des soupçons. Je ne dis pas encore que le régime actuel a volé l'argent du contribuable. Non, mais j'ai des soupçons de dire, mais pourquoi est-ce qu'on a planifié un document de projet, de développement, de sorte à n'avoir que des études? N'avoir que des études. Fidèle Sonon, pour tout grand projet, toute grande réalisation, il est de notoriété publique qu'il faut partie de la fondation. Et qui dit fondation, dit étude de faisabilité, étude de sol et autres. Et ça implique assez d'investissement, et vous le savez. Tout à fait. Alors, pour un chef qui, au départ, l'a clamé à corps et à cri qu'il est là pour redresser le pays, un pays où tout va mal, il faut tout remettre à plat. Cela pouvait se comprendre, non? Oui, ne pas le dire, ce serait faire montre d'une malhonnêteté intellectuelle. Oui, tout bon projet, notamment lorsque vous avez beaucoup d'infrastructures et autres, a besoin d'études, de faire des études.
Mais la question qui se pose, c'est de dire, mais pourquoi on ne choisit que des projets, de grands projets qui ont besoin effectivement de si grandes études? Je vais vous donner un exemple. J'ai lu quelque chose dans un journal. Et depuis, j'attends que le gouvernement, parce que moi j'ai suivi tous les ministres qui se sont succédés ces derniers jours pour nous présenter leur bilan. Parce qu'en définitive, c'est le gouvernement qui doit nous faire le bilan des 2 ans. Ce n'est ni à moi, ni à vous, parce que vous n'avez pas les données. Moi, je me considère être comme un membre du conseil d'administration d'une organisation. Et puis, moi, je n'ai pas été aux affaires. Moi, je n'ai pas été dans l'équipe exécutive. C'est eux. C'est à eux et à de partir venir. de la présentation qu'ils auraient faite, on apprécie ensemble. Nous prononçons. Ça, c'est vrai. Mais par exemple, on dit que l'aménagement nord-est de la lagune de Cotonou nous a coûté, en tout cas, si on décaissait l'argent, parce que moi je ne sais pas si l'État a décaissé l'argent ou pas, si on décaissait l'argent, va nous coûter environ 8 milliards comme coût d'études. 8 milliards. Alors la question que je me pose en tant que manager-chercheur, je dis combien coûtera le projet, même je vais dire la réalisation globalement du projet. Et pourquoi vous posez cette question? Oui, mais parce que lorsque vous prenez prenons un exemple, prenons un exemple. On dit le projet numéro 13, modernisation et extension du port de Cotonou. On dit 2016-2017, études et recherches de partenaires. Le début des travaux, c'est pour 2018. Et il y a des projets, effectivement, dans les projets, il y a des projets où on devrait déjà commencer à voir un début de réalisation. Et le coût, 502 milliards. Quelle est la participation de l'État? 0 milliard. Ça veut dire que 502 milliards viennent du privé. L'argent là vient d'où? L'argent là, est-ce que c'est un prêt? Qui nous prête cet argent? À quel taux? Voilà les questions auxquelles le gouvernement devrait avoir répondu par l'entremise des ministres qui se sont succédés ces derniers jours. Et moi, je n'ai vu aucun ministre, et que les gens me pardonnent mon ignorance, je n'ai pas tout suivi, aucun ministre aborder ces questions. Donc, les études qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui, où est la matérialité des études qui sont faites jusqu'à aujourd'hui? Combien ces études ont coûté? Qui a eu à faire ces études? Et dans l'argent qu'on a dit qu'on va mobiliser, combien on a mobilisé à date? Voilà des éléments qu'on peut nous mettre sur la table et on va apprécier. Donc le gouvernement, oui, j'accuse le gouvernement de ne pas avoir fait ce que j'appelle une divulgation proactive. Parce que si le gouvernement l'avait fait, on pourrait se prononcer sur ces questions. Parce que malheureusement, on ne peut que se prononcer que sur les études à présent. Parce que les réalisations, selon le document qu'on nous a présenté, n'ont pas commencé. Enfin, et quand le gouvernement ne le fait pas, il y a une autre structure, il y a habilité à amener le gouvernement à le faire. Il s'agit du Parlement. Et là-dessus, les députés sont peut-être attendus. Et dans les tout prochains jours, il y a une session qui s'ouvre. On aura peut-être des éléments. Mais c'est important à souligner que il faut pouvoir apprécier l'existant, pouvoir avoir des données à portée de main. Mais Fidèle Sonon, ce qui fait l'unanimité dans la démarche gouvernementale, c'est que le chef de l'État l'a mentionné, et c'est écrit noir sur blanc, il faut aller aux réformes pour permettre au Bénin de mieux se porter. Et ces réformes, c'est à tous les niveaux. Réforme économique, réforme sociale, réforme politique. Pour ainsi schématiser graduellement avec la permission de Kodovi, le PAG, de façon structurante, pour aborder les données. J'irai au niveau de l'administration. Kodovi, à méthode, tu me permets. Oui. Et à ce niveau, on a vu un gouvernement qui a tapé dans la fourmilière. Peut-être j'exagère. Voilà un gouvernement qui, trop tôt, a demandé à voir clair dans cette somme qu'on dépense au quotidien pour des revenus d'une économie essentiellement fiscale, où il y a des gens, on l'a entendu par le passé, qui peuvent se payer leur salaire 2 ou 3 fois. Il y a des morts, c'est-à-dire des défunts qui continuent de percevoir à la caisse de l'État. L'État a dit désormais, il faut voir clair, assainir, apurer la liste. Et vous avez suivi, des personnes ont été épinglées, d'autres sont interpellées.
Et ça participe de la réforme pour permettre à l'État de faire face réellement à ses charges et responsabilités. Et ça, c'est le quotidien. Vous en dites quoi? Oui, la question des réformes, c'est une question importante. Sur le principe des réformes, je crois que tout le monde va être d'accord que notre administration publique, notre pays en général, notre administration publique en particulier, a besoin de réformes. Ça, c'est évident. Sur le principe, tout le monde est d'accord avec le président. En tout cas, moi, je suis d'accord avec le président Talon. Maintenant, c'est quelle réforme, pour qui et pour quelle finalité? Voilà la question pertinente. Quelle réforme? Quelle réforme, pour qui et pour quelle finalité? Voilà la question pertinente. Parce qu'effectivement, il y a que le président Talon a dit oui, je vais faire de mon quinquennat un quinquennat de réforme, ce qui n'est pas mal en soi. Seulement que, comme je le disais tantôt, lorsque votre programme d'action est fait d'études et de réformes, des choses vachement immatérielles, là, on commence à se poser des questions. Et surtout, si vous ne publiez pas les chiffres qui rassurent, le citoyen, le contribuable commence à se poser des questions. Et on est à cette phase. Pour les réformes, je suis de ceux qui pensent que notre pays n'a pas forcément besoin des réformes ou la majorité des réformes que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Si on reste à ce niveau, le premier niveau que donc, quelle réforme? Il faut qu'on réponde à la question. Quelle réforme? Là, par exemple, appurement des listes, des primes exorbitantes qu'on donne aux travailleurs, le gouvernement dit assis. Chacun perçoit son salaire. Les plus méritants, on verra comment les accompagner conséquemment. Des séminaires fantaisistes, il faut arrêter avec et permettre à l'État d'avoir. Et là, quand vous posez la question de savoir quelle réforme, l'État vous dit réforme pour une prospérité partagée. Oui. Vous savez, je l'aurais dit, je suis d'accord sur le principe des réformes. Et effectivement, il y a quelques actions, une certaine volonté de réformer, de changer un certain nombre de choses. Mais on le fait pourquoi? On le fait dans le but de la rationalité. Et je crois qu'il y a des spécialistes de la question, de la conduite du changement, qui ont déjà démontré que lorsque vous axez votre réforme, la modernisation de l'administration publique, rien que sur la rationalisation des ressources de l'État, il y a des risques que vous échouez. Et tout à l'heure, nous allons rentrer dans les détails pour démontrer. On peut y aller. Il y a des risques pour échouer. C'est pour ça que je voudrais dresser 3 conditions. Allez-y. 3 conditions pour que les réformes du régime actuel réussissent. La première condition, c'est que d'abord, le gouvernement puisse axer les réformes sur des mécanismes de mise en œuvre, des mécanismes d'implémentation effectifs, j'allais dire, des mesures et des dispositions existantes et non la prise de nouvelles mesures. Et je vais vous expliquer pourquoi. Notre pays, comme beaucoup de pays africains, le gros problème que nous avons en Afrique, c'est un problème d'incapacité, notre faible ou notre piètre capacité d'exécution. Ce n'est pas si tant les dispositions, quand vous prenez tous les secteurs de notre pays, il peut en arriver où il y a vide de dispositions légales, etc. Mais dans la plupart des secteurs, vous allez voir déjà des dispositions qui existent. Si le président Talon veut réussir des réformes, il faut que ce soit des réformes qui vont dans le sens d'appliquer effectivement ce qui existe. Sinon, le risque, c'est quoi? On va prendre de nouvelles dispositions et on va se rendre compte que d'ici 5 ans, personne n'est en train d'appliquer. Et un autre régime viendra et va parler encore de réformes comme nous étions en train de le faire depuis 60. Ça dit qu'on dit changement, renouveau, ceci, etc. Mais le gros problème, c'est que nous n'appliquons pas les textes qui existent. Donc, je dis la première condition, c'est que les réformes soient orientées vers des mécanismes de coercition douce, je vais l'appeler comme ça, pour amener les gens à effectivement appliquer les dispositions qui existent. Je vous donne un exemple concret, pour qu'on me comprenne. Lorsque vous venez au gouvernement et que vous constatez que le parc automobile de l'État coûte trop cher à l'État, est-ce que votre premier réflexe, c'est de dire que vous allez au leasing, par exemple, au système de leasing? Encore que, à date, personne ne connaît quelle sorte de leasing le gouvernement béninois est en train de faire. Moi, en tout cas, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Oh, je ne devrais pas chercher. Je ne devrais pas trop chercher. Vous avez vu un contrat de leasing? Vous ne verrez pas. Mais pourquoi on va directement au leasing au lieu de dire il y a des dispositions dans ce pays qui encadrent l'utilisation des voitures de service
des voitures de fonction et des voitures de poule. Pourquoi est-ce qu'on a déjà éprouvé suffisamment ces dispositions? On dit que le changement, c'est une rupture entre un état actuel, donc l'existant obsolète, et un futur qui est synonyme de progrès. Est-ce que nous avons vérifié si les dispositions qui existent aujourd'hui sont obsolètes avant de nous engager dans de nouvelles dispositions? Vous savez, le DSRP, c'est un document formidable. Si vous voulez, jetez un coup d'œil. Vision à la FIA 2025. Oui. Un autre document formidable. Mais qui s'est préoccupé de les mettre véritablement en application? Et c'est donc pourquoi nous sommes aujourd'hui à parler encore d'autres documents, d'autres dispositions, etc. Donc la première condition, je conclue là-dessus pour dire, il faut que ça soit des réformes orientées vers l'application des dispositions existantes et non l'invention de nouvelles dispositions. Il y a la deuxième condition. Le gouvernement doit opter, et là je vais répondre à votre question, parce que vous avez posé une question. Ne pensez pas que j'ai éludé. Le gouvernement doit opter pour une méthode. Parce qu'en fait, on est d'accord sur les réformes, mais on n'est pas d'accord sur les méthodes. Doit opter pour une méthode participative par étapes et surtout adopter une gouvernance par l'exemple. Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Oui. Pour que les réformes marchent, ça c'est une deuxième condition assez importante. Lorsque vous parlez de participatif, le chef d'État refuse le populisme. Pour lui, associer tout le monde à la cause, c'est participer quand même à un certain populisme, alors que nous sommes dans la rupture et non le changement. Oui, ben, je ne sais plus quel... je suis en train de chercher. Je ne sais plus quel pilier du PAG parle de gouvernance participative. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le président de la République lui-même qui a parlé de gouvernance participative. Donc, c'est dans notre document de référence. Et pourquoi alors cette incohérence de passer aux réformes en force? C'est vrai que le président de la République, j'ai l'impression que le président de la République lit beaucoup et il s'inspire beaucoup de certaines théories du New Public Management, donc le nouveau management public. Et effectivement, il y a un principe qui dit que lorsque les temporalités des actions dans une réforme sont trop diluées, il y a de fortes chances que les réformes échouent. Mais attention, c'est même théorie à ses limites. À ses limites parce que une approche participative ne veut pas dire recherche de consensus. Parce que c'est là où le président de la République, c'est-à-dire on peut comprendre son impatience de dire, si je dois consulter tout le monde, je risque de ne pas avancer. Et là, je vais en force. Vous avez appris, tout le monde a vu dans ce pays que le président de la République était en train de négocier avec les agents de la santé et ils étaient ils ont eu un moratoire. Et quand, brutalement, nous avons eu la détonation à l'Assemblée de cette tentative de retrait de droit de grève. Mais voilà de quoi je parle. On ne peut pas aller de force et espérer l'adhésion. Or, des réformes qui n'ont pas l'adhésion des acteurs principaux a toutes les chances d'échouer. C'est-à-dire quoi? On va nous... Et c'est ça aussi une supercherie. On est aujourd'hui en train de nous présenter, j'ai entendu plusieurs ministres nous présenter les réformes comme un résultat. C'est grave. Non, les réformes sont un moyen pour atteindre des résultats plus tangibles. Mais on nous présente aujourd'hui les réformes comme des résultats. Non, parce que une réforme, c'est quoi? On a pris telle loi, on a réussi à faire passer telle loi. Non, pour moi, ce n'est pas encore des résultats. Vous le faites pour faciliter l'environnement qui va vous permettre d'atteindre des objectifs. Ma question, vous avez promis y répondre, oui. Et à la fin, lorsque vous finissez par nous dire oui, voilà, moi, je n'ai fait que prendre des lois, etc., nous n'avons aucune assurance que ces réformes vont être mises en œuvre. Et donc, on aura mal utilisé l'argent du contribuable. Alors, vous m'avez posé la question de savoir, est-ce que ça, au moins, vous parlez de ce que je vais appeler une forme de purge de l'administration publique pour détecter les faux fonctionnaires. Évidemment, il y a effectivement certaines actions positives, mais qui, je le dis, ne constituent pas des résultats. Et là encore, il faut effectivement conduire les réformes avec ce que j'appelle
toujours à l'esprit de substituer ou de trouver une alternative légale aux avantages mal perçus ou avantages indus ou mal ou bien acquis. Il faut les substituer. Vous n'êtes pas apôtre des primes à l'emporte-pièce. Non, je ne suis pas apôtre des primes, mais il faut prendre la réforme ou les réformes de manière holistique, sinon ça va échouer. Lorsque vous ne visez que la rationalité, oui, on a fait économie pour l'État, encore que il faudra nous dire combien vous avez sauvé d'argent et ce que vous avez fait avec l'argent. Mais on n'en est pas là. La question, c'est de dire, mais vous visez la rationalité et la qualité du service rendu à l'usager de l'administration que moi j'appelle délibérément client. Est-ce qu'on s'occupe de ça? Est-ce que la rationalisation veut dire forcément efficacité? Non, ce n'est pas l'efficacité. Donc il faut axer les réformes sur l'utilité, sur l'efficacité et le service rendu aux populations. Donc je dis que effectivement, il y a quelques éléments, mais moi, n'espérez pas de moi que je vienne ici commencer à vous lister quelques éléments de moyens en termes de réforme que le président Talon a eu, mais parce qu'il y a des gens qui sont payés pour le faire, et ils le font tellement bien que moi, je dois mettre plutôt l'accent sur ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas, et proposer des solutions à aller de l'avant, alternatives. Alors, docteur Fidèle Sonon, voilà autant donc de pistes que le gouvernement devait explorer pour faire passer ces réformes. Aujourd'hui, vous avez déjà fait l'historique de notre système qui consiste à bouter l'autre dehors, non pas pour proposer des alternatives crédibles. S'il vous est aujourd'hui demandé de proposer une solution pour sortir de l'immobilisme, que diriez-vous? Moi, je vais d'abord dire qu'il faudrait que le gouvernement soit de plus en plus transparent. Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Lorsque vous allez sur le portail du gouvernement, moi, mon premier réflexe, c'était d'aller sur le portail du gouvernement pour voir est-ce que je vais avoir des éléments d'appréciation. Il n'y a rien. Le portail du gouvernement est comme un portail de propagande pour le gouvernement. Or, c'est là où nous devons aller trouver les chiffres des questions que j'ai posées tout à l'heure. Quelles sont les études qui sont faites? Combien ça a coûté? Qui les a faites? Comment on les a sélectionnées? Voilà, je n'ai pas la réponse à ces questions. Et la deuxième chose, c'est je préconise radicalement la révision du PAG. Il faut réviser le PAG. Non, il faut réviser le PAG. Parce que j'anticipe, et je ne voudrais pas avoir raison, j'anticipe, parce qu'on ne nous a même pas dit les études qui sont faites jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que les études ont révélé? Parce qu'après une étude, on peut dire, mais on ne peut pas réaliser le projet. Mais lorsqu'on a déjà foutu 8 milliards, par exemple, dans des études, et puis on dit, bon, non, on ne peut pas réaliser les études. Donc, je dis, il faut réviser le PAG. Cela, il n'y a pas de honte à cela. C'est normal que lorsque vous avez un projet, un programme, que vous êtes aujourd'hui à mi-parcours, on appelle ça une évaluation formative, et la formation qui sort, ce qu'on appelle l'apprentissage organisationnel, c'est de dire, mais attendez, nous avions pensé et aujourd'hui, nous nous rendons compte que ça ne suit pas, et voilà, nous allons pouvoir changer de cap. Donc, je préconise qu'on révise le document de PAG pour le rendre plus réaliste et réalisable. Je vais vous donner un exemple. Quand vous regardez le budget, parce que vous avez dit, oui, le président Talon, il est venu, il a dit la rationalité, etc. Oui, c'est l'impression que moi-même j'avais eue. Mais en fait, lorsque je vois, par exemple, comment les budgets se comportent, et quand vous dites ça, vous n'en êtes plus convaincu aujourd'hui? Ah non. Parce que je vais vous le démontrer. Je prends le budget. Lorsque le président Talon est venu, il y avait un budget de 1500 milliards que le président Yahi Boni avait fait voter. Et puis, bon, voilà, on était en mars, là. Fin mars. Et en avril, il dit, ah non, moi, je le ramène à 1100 milliards. Oui, moi, j'avais eu tout de suite l'impression, oui, voilà, quelqu'un de rigoureux qui veut, voilà, il veut voir clair dedans, etc. Voilà. Et curieusement, en 2017, ça, nous sommes en 2016, en 2017, je vois 2010 milliards. Je dis, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas là. Mais pourquoi on coupe l'autre budget et après, on va... Il a des ambitions pour le pays. Ah oui, mais lorsque vous avez des ambitions pour le pays, vous venez d'abord, vous ne commencez pas par couper un budget. Vous faites l'état des lieux
Et vous maintenez le budget de 1500 milliards. Mais vous ne coupez pas pour donner l'impression que, en fait, le pays n'en a pas besoin autant et que l'année qui suit, brutalement, vous allez, boum, 2010 milliards. Peut-être l'homme a été rattrapé par la réalité. Ah ben oui, c'est ça. Et c'est justement ça. Il ne faut pas faire de la surcommunication. Et c'est justement ça. Il faut être modeste. Il ne faut pas peindre. Et c'est ce que moi j'appelle une opposition responsable. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans le gouvernement actuel ou qui travaillent avec le gouvernement actuel qui avaient dit plein de choses qu'on peut leur opposer aujourd'hui. Non, qu'on leur oppose déjà. Qu'on leur oppose déjà. Et donc, je continue. Et en 2018, nous avons un budget de 1863 milliards. Et ce n'est pas si tant le yo-yo. Ce n'est pas si tant le yo-yo qui est important, mais c'est beaucoup plus. Lorsque vous regardez, c'est cette année, le PAG, quand vous regardez le PAG, c'est cette année, normalement que les réalisations doivent commencer. Oui. Donc on espère un budget qui est plus que le budget des études, où il n'y aura eu que des études, mais curieusement, on constate un budget qui chute. Oui, là, il y a une incohérence. Oui, mais vous avez dit au départ que par exemple, les coûts des études ont été rendus publics, mais on ne sait pas combien les projets vont coûter. Peut-être que les projets vont coûter moins cher que non, les justement, études. Mon cher ami, on ne connaît pas les coûts des études. On ne connaît pas. C'est-à-dire, l'exemple que je vous ai donné, moi, je l'ai lu dans un journal de la place, Nouvelle Économie, et je n'ai pas vu le gouvernement démenti. Et je m'étais justement posé la question de savoir, mais 8 milliards pour des études, moi, ça m'inquiète. Je veux savoir comment on a fait ces études, mais je n'ai pas la réponse à ces questions. Et je continue pour avoir la chance de finir à répondre à votre question. Qu'est-ce que je propose? Je dis, gouverner par l'exemple. Il faut gouverner par l'exemple. Lorsque vous êtes en train d'entreprendre des réformes, et vous voulez que les gens respectent vos réformes et que vos réformes n'échouent pas, vous ne promettez pas des choses du genre, le document de projet promet qu'on va renforcer les institutions de contre-pouvoir, dont la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de justice, et assurer l'indépendance de la justice. Qu'est-ce que nous constatons? C'est vous qui l'avez dit tout à l'heure. Pourquoi le président de la République ne remplace pas le démissionnaire Dato? Mais pour moi, c'est une manière d'asphyxier la Cour constitutionnelle. Alors que vous avez dit dans votre document de PAG que vous voulez renforcer les institutions de contre-pouvoir. Lorsque vous tentez de toucher à l'inamovibilité des juges de siège, alors que vous avez promis dans votre PAG que vous voulez assurer l'indépendance de la justice, alors que nous savons déjà que le parquet est déjà aux ordres du ministère de la justice, et ça tout le monde le sait. Donc, lorsqu'il y a ces incohérences, là, il y a problème. C'est pour ça que je dis, je propose que le gouvernement gouverne par l'exemple. Si on ne fait pas l'exemple, il y a problème. Parce que si vous voulez que vos projets réussissent, vous devez, par exemple, lorsque vous venez dans la maison, vous constatez que, et le président l'a dit, on m'a laissé un pays, cassé, etc., etc. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de sauce dans la casserole. Vous venez, si vous voulez gouverner par l'exemple, vous ne commencez pas d'abord par vous servir. C'est-à-dire que le président de la République nous a demandé de serrer la ceinture. Il doit nous donner l'exemple. Le président de la République, dès les premiers conseils des ministres, a pris des décisions pour faire payer ces anciennes futures, moi je dis ces anciennes futures entreprises, parce que tout le monde sait que ce n'est pas une simulation juridique que le président n'est plus propriétaire de ces entreprises et pourrait le redevenir à tout moment dès qu'il va quitter le pouvoir. Donc en définitive, lorsque vous venez et vous prenez des décisions comme ça pour vous servir la sauce en tant que chef de famille, alors que vous dites qu'il n'y a pas suffisamment de sauce, c'est comme si vous donnez l'impression que la sauce va finir bientôt et qu'il faut que je prenne rapidement ma part. C'est l'impression que ça donne. Peut-être que ce n'est pas l'intention du président de la République, mais c'est l'impression que ça donne. Et on n'a pas envie d'embarquer avec lui dans ses réformes parce qu'il dit on coupe les séminaires, on coupe ceci, on coupe... Ben, c'est très bien, c'est pas mauvais de faire de la rationalité. Mais voilà, on se sert d'abord. Donc, gouverner par l'exemple. Et je disais tantôt, remplacer tous les les avantages, même indus, coupés par votre réforme. Je donne un exemple très rapidement, concret. Oui. Regardez les réformes, la dématérialisation de l'administration publique. Ça induit quoi? Oui, c'est une très bonne chose. Ça permet de limiter le contact entre l'usager et le fonctionnaire, de sorte qu'on peut, à terme, lutter efficacement contre la corruption. Mais cela coupe aussi
ce que nous appelons généralement les dessous de table. Mais lorsqu'on est dans un pays où le SMIC est à 40 000, c'est un miracle pour quelqu'un de vivre avec 40 000. Et là, lorsque les gens sont à 70 000, 40 000, 45 000, etc., il faut réfléchir à des mécanismes pour leur permettre d'avoir légalement ce qu'ils avaient illégalement. Si je prends par exemple l'administration, la délivrance des passeports, on peut instituer différents types de traitements de passeports, c'est-à-dire ordinaire 30 000, 2 semaines, traitement urgent, traitement instantané, et plus vous descendez, le montant augmente. Et lorsque c'est 45 000 ou 60 000 pour traitement instantané où vous pouvez l'avoir en une journée, qu'est-ce qu'on fait? Une partie va pour le fonctionnaire qui a dû faire des heures supplémentaires et une partie va chez l'État. Tout le monde s'en sort gagnant. Oui. Et vous, votre réforme a des chances. Des contributions, vous en avez fait. On viendra certainement pour un autre numéro approfondi. C'est un sujet du disais. 45 minutes, c'est beaucoup, mais c'est en même temps peu. On m'informe de l'autre côté qu'on n'a que 3 minutes. Je vais vous poser une question avant de laisser Kodoui vous poser la sienne et on va clôturer. Une question importante. C'est vite parti, c'est comme ça, par ici. Oui, une question importante. Vous savez, le poumon de l'économie béninoise reste le port autonome de Cotonou et le Bénin a opté pour le libéralisme économique depuis 90. Alors, il y a une situation d'inconfort, en tout cas, observent certains analystes depuis le temps. Le chef de l'État a opté pour la vitalité de ce poumon de l'économie béninoise, dont le port autonome de Cotonou a opéré un choix. Aujourd'hui, le port est aux mains de, on peut dire, l'entreprise Anvers pour accompagner les réformes et permettre à l'économie béninoise de mieux se porter. Et ça génère tant et tant de tollés. Comment le spécialiste en management observe-t-il ce spectacle qui met plus d'un mal à l'aise? Non, si nous voulons être cohérents, sur le principe, nous sommes d'accord. Ah, sur le principe? Sur le principe, alors, de confier la gestion d'une entreprise étatique à ceux qui savent le faire, sur ce principe, on est d'accord. Mais effectivement, il y a un inconfort. Là? Il y a un inconfort. L'inconfort, c'est de dire, mais est-ce qu'on ne peut que le confier à un étranger? Parce que le Belge, il va préférer un Belge. À moins qu'on confirme qu'il y a un désert de compétences au Bénin. À moins qu'on soit en train de confirmer qu'il y a un désert de compétences au Bénin. Moi, je dis, oui, confier la gestion n'est pas la chose qui est en cause. Mais on confie la gestion à qui? Et comment on l'a sélectionné? Voilà les questions, les mêmes questions que j'ai posées vaut pour cette affaire-là. J'ai dit, on a confié à qui? Ça gêne. Il y a un inconfort. Lorsque je suis béninois et que je sais que dans mon pays, il y a des compétences qui peuvent gérer et mieux gérer ce port, et qu'on le confie à un Belge, évidemment, j'ai un problème. Et lorsque on ne m'explique pas de façon transparente qu'il n'y a pas d'autres qui puissent faire mieux le travail et que voilà la raison pour laquelle on a confié à celui-là, il y a un problème. Juste une minute, si vous le voulez bien, Fidèle Sono, vous avez autant de préoccupations que vous avez évoquées ici, pose à mon avis un problème de suivi. Le document d'IRSLP dont vous avez parlé à l'AFIA 2025, si ces documents n'ont pas été consultés, c'est sûr qu'il n'y a pas ce mécanisme pour permettre à la suite d'un gouvernement précédent de mettre en œuvre ces documents. Alors, qu'est-ce que vous proposez à ce niveau-là? Oui, évidemment, il faut un véritable mécanisme de suivi et d'évaluation formative et publier de façon franche les résultats. Nous avons pour le PAG 4 grandes structures, le Conseil des ministres, le comité de quoi, il y a 4 grandes structures qui s'occupent de cette question, mais aucune de ces structures n'a publié, par exemple, sur le portail du gouvernement, les chiffres qui nous rassurent. Donc il faudrait que le gouvernement ne proclame pas seulement, ne clame pas seulement l'existence de structures de suivi et évaluation, mais qu'on le fasse effectivement et qu'on fasse connaître les résultats. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que je souhaite effectivement qu'une fois les Béninois commencent par poser la bonne question par rapport au profil de ceux qui vont les diriger. Est-ce qu'ils constituent une alternative crédible et non seulement se cantonner à une alternance? Merci Fidèle Sono. Non, le temps est parti. Je remercie donc l'invité et vous remercie également pour m'avoir associé à cette émission. Vous savez, c'est toujours un énorme plaisir de se faire aussi accompagner de temps à autre, mais surtout de servir, car il y a plus de joie à recevoir qu'à donner, n'est-ce pas, mesdames, messieurs? 100% Bénin, c'est terminé. Pour le numéro du jour, je vous focus compagnie sur cette citation de l'artiste, écrivain et philosophe français Montesquieu. Je le cite: « La République est une dépouille et sa force n'est plus que le pouvoir de quelques citoyens et la licence
de tous. Donc, le regard, la contribution des uns des autres compte pour une nation prospère. Merci à vous d'avoir été des nôtres. À demain pour une autre émission, un autre plateau de 100% Bénin, sans nul doute dans la veine des 2 ans de gouvernance. À très vite.